Jean-Noël Poli, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui dans ces lieux, Sciences Po. Alors voilà, on va parler du projet de campus 2022. Alors j'ai souvenir que grâce à vous, j'avais organisé une journée sur la souveraineté numérique en juin 2017 et vous aviez fait une longue introduction sur cette opération appelons ça déménagement de Sciences Po au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? D'abord, où en êtes-vous? C'était il y a deux ans déjà passé, le projet je crois a démarré il y a 6 ans, enfin voilà, vous pouvez nous en parler un peu. Tout à fait, alors notre projet c'est vraiment ouvrir, rassembler et transformer le campus de Sciences Po. Donc c'est un projet effectivement qui a démarré, alors petit côté historique en 2010, mais c'est vraiment en 2013 au moment où l'arrivée de Frédéric Mion sur le nouveau directeur après Richard Decoing. Après Richard Decoing, effectivement, a pris ce projet, je dirais, en main. Et donc depuis 2013, on a travaillé. Donc on rappelle les principales dates. 2016, effectivement, l'acquisition, je dirais, d'un bien qui s'appelle l'Hôtel de l'Artillerie. 2017, c'était le concours d'architecture, et depuis, je dirais, le début de l'année 2019, on a commencé les travaux de rénovation. Alors, c'est important de resituer aussi ce contexte de projet immobilier au cœur d'une stratégie. Je dirais, Sciences Po est une université internationale de 14 000 étudiants, répartis sur 7 campus, 6 campus en région et un campus parisien assez important, assez, je dirais, atomisé. Et l'objectif, je dirais, de ce projet, c'est vraiment de recréer au cœur du quartier Saint-Germain un cœur de campus, et de fermer plus de 17 sites. C'est un principe là aussi de transformation, de rationalisation du parc immobilier, et au bénéfice bien sûr de nos étudiants, des étudiants de Sciences Po, pour les enseignants, et bien sûr pour le principe d'ancrage définitif de Sciences Po dans le quartier Saint-Germain, qui est un élément essentiel aussi de l'attractivité de Sciences Po. Notamment pour les étudiants étrangers. Principalement pour nos 47% d'étudiants étrangers, effectivement ce choix d'être au cœur de Paris, au cœur du quartier Saint-Germain, là où quelque part bon nombre d'écoles ou de grandes écoles, d'universités partent plutôt à la périphérie, le plateau de Saclay, le campus Condorcet, ou HEC à Jouy-en-Josas. Voilà, effectivement. Sciences Po a fait ce choix de rester au cœur du quartier Saint-Germain. C'est un vrai choix, je dirais, d'attractivité, et quelque part, c'est un choix fort de rester au cœur de Paris. Très bien. Alors moi je rappelle que vous êtes directeur des services généraux et de l'immobilier. Et d'ailleurs l'immobilier, on va en venir, c'est en fait au cœur, parce que c'est beaucoup plus qu'une opération immobilière. C'est une opération immobilière qui a des arrière-pensées influentes sur l'originalité de la formation, et qui est très innovante. Et puis vous êtes également membre du COMEX. Alors je rappelle d'autre part que cet entretien que je vous remercie de m'accorder aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre du Forum européen des politiques d'innovation, avec Patrice Noailles, qui est un autre Sciences Po et centralien aussi. Nous avons créé le Forum européen des politiques d'innovation, qui existe depuis plusieurs années, qui est soutenu par le collectif Innovation. Et puis, de fil en aiguille, il y a une chaîne vidéo sur ce Forum européen des politiques d'innovation. Et puis moi-même, j'ai créé immodestement ma propre chaîne, et tout ce que je rencontre, et c'est un vaste sujet, de gens qui ont envie de montrer quelque chose d'innovant, eh ben on se fait des entretiens un peu informels comme cela. Alors je rappelle que ce Forum européen des politiques d'innovation est également soutenu par un autre Sciences Po, qui est l'ancien directeur adjoint de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, qui est en retraite depuis quelques mois, et qui, je rappelle que l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, c'est un peu un think tank à la disposition des députés et des sénateurs, qui traite d'un certain nombre de sujets. Et le Forum européen des politiques d'innovation a été task force pour un événement qui a eu lieu il y a 5 ans, à l'Assemblée nationale, sur le principe de précaution et le principe d'innovation. Alors, revenons à Sciences Po, quelques questions. Alors, est-ce qu'on peut définir en quelques mots qu'est-ce que c'est un espace apprenant, d'après l'ambition que vous avez? Alors, déjà, au niveau de Sciences Po, les espaces apprenants, c'est vraiment cette convergence, ces espaces, je dirais, physiques. Ce sont des salles de cours, où effectivement, aujourd'hui, un étudiant qui vient à Sciences Po, effectivement, il vient acquérir du savoir, mais en même temps, il vient aussi s'ouvrir vers la recherche, et en même temps s'ouvrir sur l'innovation, parce qu'effectivement, le campus de Sciences Po est vraiment une convergence entre ces éléments-là, la recherche scientifique,
le principe de l'apprentissage, comment on vient apprendre et acquérir des savoirs, et en même temps, on vient s'ouvrir à l'innovation, parce que effectivement, l'innovation, elle est au cœur de notre société, dans tous les domaines économiques, et donc le principe, c'est de créer une logique d'espace apprenant, je dirais, qui s'ouvre après vers le monde de l'entreprise, et c'est vraiment dans cette dynamique-là que l'on s'inscrit. Très bien. Alors, en quoi, plus précisément encore, l'immobilier peut participer à ce développement d'un nouveau modèle d'apprentissage? Alors c'est vrai que là où, dans les organisations, on travaille un peu en silo, l'immobilier, l'informatique, je dirais toutes ces fonctions support au sein d'un établissement, ou même au sein d'une entreprise, on fonctionnait un peu en silo. Là aujourd'hui, on est vraiment sur des projets transverses. Donc l'immobilier est une des composantes et qui vient travailler avec l'informatique, avec bien sûr la direction de la scolarité pour Sciences Po, et surtout en écoutant, je dirais, en réfléchissant autour du parcours étudiant, du parcours enseignant, c'est de dire voilà, comment nos étudiants, au moment où ils arrivent au sein de Sciences Po et au moment où on va les diplômer, comment ils vont vivre au sein de ces espaces apprenants. Et donc l'immobilier est là pour apporter effectivement sa contribution, mais pas uniquement avec cet objectif de faire, on développe des salles de cours, on définit des salles de cours de manière théorique. Non, on écoute nos étudiants, on écoute nos enseignants, et on vient proposer du service, on va proposer des solutions, de telle façon que ces espaces-là, ils soient flexibles, ces espaces soient, je dirais, pourquoi? Parce qu'un étudiant qui vient étudier à Sciences Po, il ne vient pas juste, entre guillemets, consommer de l'information, il vient travailler en équipe, il vient travailler en groupe, il vient travailler, je dirais bien sûr, sur ses cours, mais derrière ça, il vient travailler aussi à travers son parcours au sein d'associations, et donc ces espaces-là, ils doivent s'adapter à tous, je dirais, ces moments où l'étudiant vient sur le campus. Il arrive le matin, il repart très tard le soir, et pendant ce temps-là, les espaces doivent s'adapter. Écoutez, c'est vraiment une démarche qui est originale, qui est innovante, qui est très créative, et je dois dire que, comme on dit dans l'expression de mon temps, moi je suis diplômé ECOFI, il y a quelques années déjà, et en fait on n'avait pas à la limite cette chance que trouve l'étudiant, c'est-à-dire bien sûr peut-être que les règles du jeu de la deuxième révolution industrielle que nous vivions avant, puisque c'était avant les années 2000, ça change un peu les choses, donc une fois de plus je vois que mon école s'adapte. Alors cette transformation numérique, je rentre encore plus dans le détail, elle impacte, comme vous dites, les espaces à Sciences Po. C'est une réalisation qui va avoir lieu au sein de ce campus 2022. Et donc, vous travaillez à redéfinir ces espaces, on vient de le dire. Et en fait, encore plus de détails, comment ça se matérialise, qu'est-ce qui change dans l'enseignement, et puis même dans la vie de l'étudiant au jour le jour. Alors, on est parti sur un premier constat, je dirais, sur les années, je dirais 2000-2010. On a déployé beaucoup de technologies au sein des salles de cours. Et c'était vraiment le principe de cette approche technologie-driven, c'est-à-dire c'est la technique qu'on déploie et les usages vont s'articuler autour de la technologie. Là, on a fait vraiment un retour d'expérience. On s'aperçoit qu'effectivement, ces équipements ont été déployés. Ils sont très peu utilisés. Là, on a vraiment travaillé sur la pédagogie innovante, c'est-à-dire on a travaillé avec des ingénieurs pédagogiques qui sont au service de l'enseignement. On a beaucoup discuté avec nos étudiants, parce que nos étudiants aussi sont un vrai facteur. Là aussi, ils sont des vrais contributeurs à la définition de ces nouveaux espaces. Alors on a cet objectif de campus 2022, c'est sûr, mais on travaille sur le principe de l'expérimentation. On a déployé fin de l'année 2017, début de l'année 2018, des premiers espaces innovants, des espaces, je dirais, apprenants. Et derrière ça, on fait des campagnes de retour. Comment vivent nos étudiants dans ces espaces-là, comment vivent nos enseignants. Et on a refait une deuxième campagne, je dirais, de rénovation de nouveaux espaces apprenants, de nouvelles salles de cours, l'été dernier, et sur lesquels, là aussi, il faut former nos enseignants à ces usages, parce qu'on met des équipements numériques beaucoup plus fluides et beaucoup plus, je dirais, qui permettent d'avoir des usages, je dirais, instinctifs, avec du mobilier aussi apprenant, du mobilier flexible, et l'objectif c'était aussi de voir comment nos étudiants s'approprient ces espaces-là, comment nos enseignants qui sont formés sont capables de pouvoir utiliser les technologies, parce que la plupart du temps, les étudiants ont une vraie capacité à pouvoir les utiliser, et il faut que nos enseignants soient au niveau, je dirais, des usages de nos étudiants. Je comprends. Alors précisément, quels sont les retours? Alors d'abord, cette mission, ça fait plusieurs années que vous la pilotez, c'est tout à fait passionnant. Donc, au fur et à mesure vous avancez, alors est-ce qu'il y a des retours, et autre part, est-ce que vous avez connu des périodes un peu de blocage?
Alors pas du tout, hein. Je dirais, on n'a pas eu on a eu des retours, avec bien sûr des critiques, c'est-à-dire que... De la part des enseignants. De la part des enseignants. Est-ce que, à la limite, ma question veut dire que, pour le moment, ils vivent encore, ils fonctionnent, et les étudiants et les enseignants, dans le monde d'avant 2022, d'avant Campus 2022, et est-ce que les étudiants, parce que les étudiants, ils n'existent pas encore, les futurs étudiants de 2022, à part la période de transition, je suppose, mais autrement, les enseignants, eux, est-ce qu'ils vont vraiment voir leurs enseignements assez transformés? Et est-ce que certains sont perturbés? Non, parce que c'est des gens intelligents, ils s'adaptent. Alors, tout à fait. Alors, les étudiants, bien sûr, eux, sont demandeurs aujourd'hui. Je dirais un espace, une salle de cours, c'est pas juste un lieu où on vient, je dirais, recevoir du savoir. C'est un espace où on vit, on vient déjeuner, on vient travailler en groupe. Donc ça, il faut le faire vivre, et les étudiants sont vraiment force de proposition. Alors pour nos enseignants, vous parlez je dirais, des nouvelles pédagogies, il faut les former, effectivement, parce que un cours qui se fait d'une manière traditionnelle avec un tableau blanc, aujourd'hui, si vous en faites un usage avec les smartphones pour les étudiants, parce qu'ils sont contributeurs en direct, en plein salle de cours, en plein cours, je dirais, pour répondre à un sondage en instantané, l'utilisation de tablettes, où effectivement chaque étudiant arrive avec son PC, arrive avec sa tablette. Il faut que la pédagogie soit adaptée, et donc aujourd'hui... Donc vous disiez, les étudiants, eux, a priori, seront preneurs. Ils sont déjà acteurs. Ils sont déjà acteurs, parce que c'est quand même un peu impulsé dans des lieux qui ne sont pas encore physiquement prêts. Ah, tout à fait. Mais ça existe déjà dans les rues ailleurs. Vous prenez l'exemple de l'amphi-bootme, vous faites une photo aujourd'hui de l'amphi-bootme, chaque étudiant a son PC portable, il est en train de prendre un cours ses livres. Voilà. Bon, il y a 5 ans, il n'y avait pas de PC ou quasi pas. Voilà. Donc là, on voit ces nouveaux usages. Alors, je vous coupe un peu. Alors, quand même, avec une nuance à donner, c'est que vous parlez de l'amphi-bootme. Alors, pour l'auditeur, Émile Boutmy est le fondateur de l'École libre des sciences politiques. En fait, il y a quand même aussi, et bien sûr, c'est quand même le cas de Sciences Po, un côté un peu classique. Bon, et d'ailleurs, à ce sujet, à la garde de partie, où je vous remercie encore, vous m'avez invité VIP, j'ai pu apprendre, ça a été annoncé en prime time, qu'il y a un truc remarquable, c'est qu'il va y avoir, pour faire un appel aux dons, la possibilité d'acheter une petite plaque avec son nom, réservée évidemment aux anciens élèves, et on va sur sa chaise, parce qu'il faut voir l'amphi-bootme, encore, ça reste dans son jus, donc c'est quand même avec des chaises en bois, enfin des fauteuils. Donc c'est pas incompatible de garder un peu le classicisme et le prestige de Sciences Po et de l'associer avec la modernité. Tout à fait. Alors c'est vrai que le mobilier qui est au sein de cet amphi historique de Sciences Po, c'est du mobilier classé. Et la péniche aussi, ce qu'on appelle la péniche, c'est un grand banc en bois qui est classé monument historique, tout à fait. qui est dans l'entrée de rue Saint-Guillaume. Voilà, donc effectivement c'est du mobilier prouvé, donc c'est du mobilier classé. Effectivement il y a ce côté levée de fonds, donc on va pouvoir acheter... C'est un petit peu marginal, c'est toujours symbolique. Enfin, tout à fait. Vous avez d'autres sources, je suppose. Oui, non, mais le principe là aussi, c'est l'attachement des anciens, je dirais, à leur école, je dirais, à leur institution. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir à ces amphis 4.0, à ces salles de cours 4.0. C'est comment j'apporte de la modernité dans effectivement une institution qui aura 150 ans en 2022, mais de l'autre côté, c'est comment aujourd'hui elle se met au standard des universités internationales. Et aujourd'hui, quand vous visitez, et nos étudiants qui arrivent, je dirais, des universités qui arrivent de Columbia, qui arrivent de Singapour, qui arrivent de Tokyo, je dirais, eux sont dans des campus ultra modernes, donc viennent au sein de Sciences Po, et nous, l'objectif, c'est vraiment d'être aux normes, aux standards des universités internationales. Donc là aussi, c'est de se mettre au niveau. Et pour cela, il faut former nos enseignants à ces nouvelles technologies. On parlait tout à l'heure aussi de la capacité à pouvoir, je dirais, rendre nos cours accessibles en ligne. Ah oui. Voilà, donc c'est ce principe aussi de... Sous forme de MOOC ou je ne sais quoi. Sous forme de MOOC ou de streaming, on est capable de pouvoir enregistrer un cours en live, on est capable de le diffuser, parce que tout à l'heure je parlais aussi, on est sur 7 campus, donc un cours, une conférence vous êtes précisé qui est basée aussi, à Paris. Les 7 campus internationaux et nationaux. Et nationaux, voilà. Et donc, nos étudiants qui sont aujourd'hui en région, ou même à l'étranger, parce qu'ils sont en année de césure, ou ils sont en année, je dirais, à l'international, peuvent être intéressés par une conférence, donc on doit être capable de pouvoir se connecter et avoir accès à une conférence auquel on n'a pas pu y participer, parce qu'on est en décalage horaire ou autre. Voilà. Donc il y a cette notion-là aussi, et comme je disais tout à l'heure, un cours qui traditionnellement se faisait sur un tableau blanc,
aujourd'hui, quand vous le faites de manière dynamique ou avec une vraie participation des étudiants, parce que vous avez aménagé ou réaménagé. La première heure, vous faites un cours traditionnel, au bout d'une heure, vous mettez en format projet, vous mettez en format d'équipe. Il faut être capable de pouvoir bouger le mobilier, adapter, on peut écrire sur tous les murs, on doit être capable de pouvoir, je dirais, diffuser tout de suite le contenu, parce que là aussi, une des transformations, c'est que le cours, qui était vraiment le savoir-faire de l'enseignant, aujourd'hui, avec, je dirais, les moyens numériques, il est tout de suite diffusé et accessible à tous les étudiants. Donc là aussi, on s'aperçoit que le vrai bonheur ou la vraie façon de bien vivre cette formation-là, c'est d'être présent au sein de cette salle de cours apprenante. Voilà, donc on n'est plus dans cet enseignement traditionnel, fermé. On est vraiment dans ce monde ouvert où quelque part le cours est tout de suite diffusé aux quatre coins du globe en streaming et en live. Voilà. Donc en fait, vous me répondez qu'il y aura une transition géographique, mais le terrain est déjà préparé dans l'actualité de ce genre de modernisme, tout à fait. en conciliant le classicisme. Bon, c'est très clair. Alors je voudrais d'ailleurs, vous en serez d'accord évidemment, mentionner quand même quelque chose, c'est que en fait, cette œuvre de projet de campus 2022, avec le terme qui est repris par la presse, faire de Sciences Po le nouvel Harvard européen, bon, qui est peut-être un peu ambitieux, c'était quand même le projet de Richard Decoing, qui nous a quittés trop tôt. Richard Decoing, c'est l'ancien directeur, et vous êtes au COMEX, c'est tout près de lui, donc Monsieur Millon est tout à fait dans la continuité. Voilà, je pense que Richard Decoing, décédé, je dirais accidentellement en 2012, je dirais était un visionnaire. Donc le principe, toute l'équipe qui s'est organisée, donc tout le COMEX qui s'est structuré autour de Frédéric Millon en 2013, a eu cette volonté, au-delà de cette vision effectivement de Richard Decoing, c'était de mettre en œuvre. Donc on est parti d'intention, parce que Richard Decoing avait vu cette vision et l'hôtel L'Artillerie il avait écrit une lettre d'intention pour l'acquisition. Nous, l'objectif, ça a été vraiment d'acquérir, de faire ce projet-là. Donc c'est un très gros investissement. Hein. C'est un projet qui mobilise plus de 190 millions d'euros du budget de la fondation. Donc c'est vraiment, je dirais, un projet qui est vraiment au cœur, je dirais, de la stratégie d'établissement. Et donc on a travaillé à articuler tout autour cette composante immobilière forte, certes, mais ce projet de transformation du campus, transformation de l'enseignement, transformation de l'innovation, et donc de transformer l'ensemble même des métiers tout autour. On travaille sur de la dématérialisation, plus de papier au sein de Sciences Po. Voilà, c'est vraiment un cœur de transformation. On se veut un campus durable, donc là aussi, avec toutes les dimensions écologiques, responsabilité sociétale et environnementale. Et ce projet de transformation numérique, il est aussi dans cette continuité. Nos étudiants arrivent, je veux dire, on les recrute sur du savoir. Demain, ils vont être recrutés par les entreprises, par leurs compétences. Et quelque part, ce qu'on est en train de mettre en œuvre au sein du campus, c'est ce qu'ils vont retrouver aussi dans l'entreprise. On voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises, je dirais, se déployer autour de l'environnement flex office et autres. Donc, ces entreprises où, quelque part, on vient aussi travailler, on vient contribuer, on vient apprendre, parce qu'aujourd'hui, là aussi, on s'aperçoit qu'au niveau des entreprises, il y a de plus en plus d'universités au sein des entreprises. J'allais vous poser la question. En fait, on peut dire que Sciences Po est pionnier. Il l'a été d'ailleurs dans le domaine de la réforme sur la mixité sociale, pour faire simple. Tout à fait. Certes, dans ce domaine-là aussi, mais d'autres écoles dans le monde ont aussi cette approche face aux défis du numérique. Alors, par ailleurs, vous venez de le dire, il y a un certain nombre d'entreprises qui créent des universités internes. C'est plutôt d'ailleurs pour leurs collaborateurs. Tout à fait. Alors, en quoi on peut trouver un pont entre vous et elles, entre Sciences Po et ces grandes entreprises qui ont des universités internes? Voilà, alors, nous on échange beaucoup, c'est-à-dire que quelque part, je dirais, ces universités au sein des entreprises, je dirais ces laboratoires, ces espaces apprenants aussi. Donc nous on est vraiment dans cette logique je dirais, de mettre en condition nos étudiants dans des espaces apprenants. Demain ils retrouveront les mêmes espaces ou les mêmes environnements avec une dynamique. Nous l'objectif, c'est la connaissance, l'acquisition de la connaissance au sein d'une entreprise, c'est vraiment la performance de l'entreprise. Donc nous on est dans cette logique. Il faut qu'on forme nos étudiants de telle façon qu'au moment où ils basculent
vers le monde professionnel, ils soient prêts à vivre ces aventures, je veux dire, dans ces espaces apprenants, dans ces universités d'entreprise, mais en même temps qu'ils vivent au sein d'une communauté, parce que là aussi, les espaces apprenants au sein de Sciences Po, c'est de faire cohabiter, non pas juste les gens du programme, c'est qu'ils aient des travaux de groupe, qu'ils aient des moments d'échange, des moments où ils produisent aussi des livrables, là aussi. Et puis je parlais tout à l'heure aussi de toute cette vie associative qui est extrêmement présente. Après les cours, il y a une vie après la vie, je dis souvent, au sein du cœur de Sciences Po, on a plus de 120 associations qui viennent contribuer au quotidien. Vrai, il y a tout ce côté associatif. Ce côté associatif qui est vraiment engagement, surtout qu'on est quand même dans des sciences politiques, économiques et politiques au sens large, donc il y a une forme d'engagement qui n'est pas forcément le cas dans les écoles d'ingénieurs. Voilà, et après, le principe de toutes ces associations où les étudiants vont donner de leur temps, de leur énergie, ils vont créer, même... Je le rappelle, il y a le bureau des arts, il y a le bureau des sports, il y a le bureau des élèves, mais ils contribuent aussi au tissu local. Ils vont faire du support pour, je dirais, soutenir, je dirais, faire des, je dirais, continuer à donner du support, je dirais, pédagogique pour les élèves en difficulté. Donc cette ouverture sociale, elle se fait à différents niveaux, et donc c'est aussi cette volonté d'être, je dirais, d'être un des chaînons de cette formation tout au long de la vie. Vous venez enseigner, mais vous venez recevoir plutôt des enseignements. Et le jour où vous rentrez en entreprise, ben, on continue à les former tout au long de la vie, parce qu'on voit très bien que le monde numérique demande, je dirais, de l'apprentissage. Ce n'est pas juste votre diplôme que vous avez au niveau master, c'est que vous continuez à apprendre tout au long de votre vie jusqu'au moment où vous partez à la retraite. Donc là, les entreprises ont bien pris conscience qu'il était essentiel de continuer à former leur personnel, je dirais, jusqu'à tout le long de leur carrière. Voilà. Tout à fait. Donc on s'inscrit vraiment dans une logique école, entreprise, apprenante. Innovation, tout à fait. Et même au sein des entreprises, maintenant, vous commencez à avoir des Fab Labs, donc des laboratoires où on vient aussi, chaque salarié a la capacité à pouvoir exprimer, je dirais, ce qu'il voit en termes de nécessité de transformation de ses entreprises. Donc c'est aussi, là aussi, intéressant d'avoir le parcours, je parlais tout à l'heure du parcours étudiant, aujourd'hui aussi le parcours du salarié en entreprise qui vient exprimer son talent, qui vient exprimer sa vision de la transformation au sein de l'entreprise. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre tout ça dans un mouvement cohérent. Je dirais Sciences Po est vraiment cette notion d'espace d'envol pour nos étudiants vers le monde de l'entreprise. Parfait. Voilà. Bah, écoutez, on voit que vous parlez de ce sujet avec passion. Donc félicitations pour cet engagement et ces réalisations. Je rappelle, donc je vous remercie à nouveau de cet entretien. Je rappelle qu'il s'inscrit dans le cadre du Forum européen des politiques d'innovation. Et puis, bon, nous, les modestes anciens élèves, j'ai cité Patrice Noailles Siméon ou Michel Antoine, entre autres, qui s'intéressent justement, qui ont créé ce Forum européen des politiques d'innovation. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice dans cette vaste mission. Et à titre indicatif, on a créé les premières assises de l'innovation qui ont eu lieu le 3 décembre 2018 à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui est juste à côté, la place Saint-Germain-des-Prés. Et en fait, on a voulu que ce soit intergénérationnel. Donc il y avait, parmi les multiples experts sur le sujet, il y avait des étudiants qui étaient plus que dans le public, qui étaient experts, où ils étaient jeunes diplômés de différentes grandes écoles, dont Sciences Po, et puis beaucoup d'écoles d'ingénieurs de haut niveau, pour présenter ou une start-up ou pas, ou une présence de débutants dans l'entreprise avec un certain nombre d'attentes, ou alors étudiants en cours. Donc tout ça s'inscrit dans une logique face aux défis multiples de ce début du XXIe siècle. Merci beaucoup. Merci Christophe.